E nous sommes le 7 octobre e c'est a matinale, io sta matinale di Radio Corsica Internazionale con nostri amici del paese. Voilà, donc en ce mardi, nous allons fêter une très très bonne fête à tous les Serges. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Voilà, donc un grand bonjour à vous tous qui êtes avec nous comme tous les matins, comme à midi ou pour la rediffusion de la matinale de Radio Corsica Internationale avec nos partenaires de Télépaese. Écoutez, la matinale comme d'habitude, on commence avec la météo, l'information, de la philo aujourd'hui, de la philo au programme, l'horoscope comme d'habitude, les pronostics hippiques. C'est la semaine Artemare et donc des invités d'Artemare. On parlera aussi cinéma avec Alain Lugiani qui donnera une conférence ce soir du côté de la place Saint-Nicolas. Voilà donc pour le programme de votre matinale. Mais on débute avec Philippe Jam qui s'installe pour la météo et pour l'information de ce mardi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonne nouvelle, la journée sera bien ensoleillée avec un vent faible et des températures agréables pour la saison de 20 à 25 degrés, 15 degrés sur le relief. « 436 hectares, c'est le dernier bilan des incendies qui ont ravagé et embrasé les communes d'Olette et de Saint-Florent dimanche. Hier soir, la préfecture de la Haute-Corse a annoncé que le feu d'Olette a été désormais fixé et celui de Saint-Florent maîtrisé. 230 personnes restent toutefois mobilisées pour éteindre les derniers points chauds. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Bastia concernant ces deux incendies. Le procureur de Bastia qui hier a indiqué que l'enquête ouverte en septembre 2023 par le pôle économique et financier du parquet de Bastia à l'encontre du président de l'exécutif Gilles Simeoni avait été classée sans suite. En septembre 2023, sur la base d'un signalement de la Chambre régionale des comptes, le procureur de Bastia avait en effet ouvert une enquête pour des faits de concussion ou perception illicite d'argent par un fonctionnaire à l'encontre de Gilles Simeoni en qualité de président de l'exécutif de Corse. Dans ce dossier, le dirigeant de la SARL Péfil, qui exploite le restaurant La Ferme installé sur le terrain préempté, comparaîtra le 26 novembre pour l'exécution de travaux non autorisés. Condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir éborgné le supporter du Sporting Club de Bastia, Maxime Beu, en février 2016 à Reims, le policier rémois Christophe Mercier est jugé en appel devant la cour d'assises de l'Aube à Troyes à partir de ce mardi. Jusqu'à vendredi, le Fab Lab du tiers-lieu Avia à Vela, à Bastia, organise des journées portes ouvertes pour faire découvrir ses équipements et l'univers de la fabrication numérique. L'objectif, permettre aux entrepreneurs, créateurs, porteurs de projets, étudiants, enseignants ou tout simplement aux curieux d'en savoir un peu plus sur les machines et technologies disponibles et de poser leurs questions pour donner vie à leurs idées. À découvrir donc machines imprimantes 3D, découpes laser, fraiseuses, thermoformeuses. Jusqu'à vendredi, des visites guidées et des espaces de création et des démonstrations sont prévus. Demain, de 9h à 12h, la fédération ADMR de Haute-Corse, située à Luciana, aura lieu la JNA, la Journée nationale des aidants. Cette journée est un événement annuel dédié à la reconnaissance et au soutien des personnes qui accompagnent au quotidien un proche en situation de dépendance. Les aidants peuvent être des membres de la famille, des amis ou des voisins qui apportent une aide essentielle aux personnes âgées, aux malades ou encore aux personnes en situation de handicap. Cette journée vise à sensibiliser le grand public et les institutions aux défis rencontrés par ces millions de citoyens engagés dans un rôle souvent méconnu et éprouvant, et aussi à favoriser la mise en place de dispositifs d'accompagnement adaptés. Au programme de cette journée, infos, échanges, ateliers créatifs et également conseils pratiques, santé et autonomie. Il y aura également aujourd'hui un événement historique puisque s'élance de Calvi le Tour de Corse historique. C'est la 25e édition avec un record de participation à cette mythique épreuve. 420 véhicules de légende sont engagés. Record de spécial également, 22 épreuves chronométrées, soit 398 km de course. La première spéciale est donc prévue pour ce mardi, réservée aux véhicules historiques.
entre Feliceto et Occhiatana. Arrivée du Tour samedi à Calvi aux alentours de midi. Merci Philippe. On se retrouve tout à l'heure. Vous avez le temps de boire un petit café. Tiens. On se fait un petit détour sur les hippodromes. Qu'est-ce que vous en dites? Pour les pronostics hippiques, avec Rémi. Voilà, les pronostics des courses qui vont se dérouler donc aujourd'hui. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous. Ce mardi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Auteuil pour le Quintet. Je vais retenir le numéro 4, Jump en Vige, qui ne devrait pas sortir les 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes. Dans la 3e, le 7, Joli Chic, devrait l'emporter. Tout comme dans la 5e, le numéro 5, Liban Fleury. Bon jeu à tous. Bien noté pour les pronostics? Bien, bon. L'horoscope. L'horoscope, c'est comme tous les jours avec Paxi, qui vient nous rejoindre pour nous parler un tout petit peu des astres, des lions, les vierges et autres, Capricorne, et j'en passe. Donc comme tous les matins. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui la communication avec vos proches ou votre entourage proche sera compliquée. Prenez patience, choisissez bien vos mots. Les taureaux, il va falloir accepter la réalité de certains défis, épreuves ou événements que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Tant que vous n'aurez pas accepté cette vérité-là, vous risquez de rester un petit peu bloqué. Les Gémeaux, aujourd'hui, ça ne sera pas une journée portée à faire des décisions, à faire un choix. Ce n'est peut-être pas plus mal, autant vous n'avez clairement pas la tête à ça. Les Cancers, vous pourriez avoir une émotion assez triste ou voire même un peu de colère envers quelqu'un qui aurait pu se jouer de vous, vous faire des promesses que cette personne n'aurait au final pas du tout tenues. Les Lions, même si les choses mettent du temps, vous allez avoir quand même des résultats positifs dans ce que vous souhaitez et par rapport à quelque chose où vous mettez beaucoup d'espoir ou d'énergie. Soyez patient, ça va venir. Les Vierges, les émotions négatives ou mal gérées peuvent vous faire énormément mal au corps. Vous pourriez avoir des douleurs musculaires, des migraines, de la fatigue, du stress ou tout ce genre de choses. Détendez-vous. Les Balances, vous allez penser à des changements, à de la nouveauté à mettre en place dans votre vie et vous n'hésiterez pas à passer à l'action quand vous vous sentirez capable de le faire. Les Scorpions, vous pouvez rencontrer une énergie assez stagnante dans le domaine sentimental. Peut-être que ce ne sera pas la journée où vous allez le plus vous comprendre entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Les Sagittaires, vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous désirez dans les temps que vous avez pu concevoir ou imaginer. Faites preuve de patience, les réponses arriveront avec un peu plus de temps. Les Capricornes, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne, de quelqu'un que vous avez fréquenté plus ou moins longtemps dans votre passé. Les Verseaux, il va falloir passer à l'action plutôt que de ruminer et ressasser certains faits du passé qui peuvent être douloureux et compréhensifs, bien entendu, mais si vous ne bougez pas, rien ne se fera. Et enfin, les Poissons, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer, évoluer, vous avez même les réponses dont vous avez besoin, et en fait, tout est déjà en vous. Vous avez surtout besoin de vous rassurer par vous-même et de vous ancrer davantage pour pouvoir avancer sereinement. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Le mardi, c'est Philo, avec Christophe Di Caro. Voilà, c'est parti avec lui. Puis il donne plein de conférences, donc de philo un peu de partout. Donc n'hésitez pas à aller sur son site, sur Facebook, Instagram et compagnie, donc pour savoir où se déroulent donc ces conférences de philo avec Christophe Di Caro.
La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre une nouvelle fois cette philochronique sur RCI et Télépaèse. Alors aujourd'hui, nous allons parler utilitarisme et conséquentialisme. Nous vivons dans un monde où, visiblement, l'étau semble se resserrer, a priori, barbarie d'un côté, poignard de l'autre, et lynchage, etc., etc. Bref, c'est une sorte je dirais, un petit pot pourri de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et pourtant, le courant utilitariste ou conséquentialiste pourrait d'une part soit nous soulager nos maux par rapport à tout ce qui se passe, soit expliquer peut-être, sans surfer sur les théories complotistes, mais expliquer peut-être ce qui se passe. Alors, d'abord, le courant utilitariste, qu'est-ce que c'est ? Il peut se résumer en une phrase. Si on se réfère à John Stuart Mill, en quelque sorte, la fin justifie les moyens. Pour faire simple, il faut faire les choses en vue d'obtenir quelque chose de meilleur. Autrement dit, la notion de morale, de bien et de mal n'existe pas. Seule l'utilité compte. C'est un petit peu comme ce qui inquiète tous les détracteurs de l'intelligence artificielle. Seul l'objectif compte. Le moyen d'y arriver, tout ce qui se passe au milieu, c'est pas grave, en quelque sorte. En gros, elle pourrait se résumer dans cette phrase. Si donc la fin justifie les moyens d'une part, et d'autre part, on va imaginer que si pour sauver 10 000 hommes, il fallait qu'on en tue 100, eh bien on en tue 100 si on en sauve 10 000. Sans morale, sans joie, sans peine. C'est-à-dire que l'idée, que tout ce qui peut se passer, on peut parler par exemple de tous ces printemps arabes, de toutes ces théories complotistes au sujet du World Trade Center, par exemple, qui auraient permis finalement de dézinguer en quelque sorte tous ces pays d'Amérique du Nord, d'Afrique du Nord, pour mettre la main sur des puits pétroliers, etc., et préparer un futur conflit contre l'Iran et pourquoi pas contre la Chine. Donc ça, c'est le courant utilitariste, c'est-à-dire que j'applique pour mon pays, pour ma famille, pour ma propre personne, une stratégie qui vise à me rendre puissant plus tard. Et si je dois sacrifier du monde, eh bien, c'est pas grave. Regardez, aujourd'hui, dans le capitalisme le plus acéré, qui licencie à tour de bras, ce n'est pas forcément pour fermer l'entreprise, mais c'est pour donner plus d'oxygène à l'entreprise. Entre guillemets, oxygène. Donc, ça veut dire que le chef d'entreprise utilitariste, va choisir la fin, la finalité, qui est donc le rayonnement de son entreprise, plutôt que, on va dire, l'humanité qui va freiner l'entreprise. Dans Les Trois Frères, le chef, le PDG, qui s'adresse à Pascal, Légitimus, il lui dit que l'entreprise, c'est comme une montgolfière et que de temps en temps, elle doit lâcher du lest. Effectivement, le courant utilitariste, c'est ça. Peut-être que pour réussir, à un moment donné, il ne faut plus avoir de sentiments. Ça pose effectivement une question éthique, mais la notion de morale, chez ceux qui décident ici, est totalement absente. Le courant conséquentialiste, pour lui, c'est à peu près la même chose, sauf que, on va plus œuvrer pour accéder à la conséquence qu'autre chose. Par exemple, si on projette qu'une action faite aujourd'hui, mal ou mauvaise dans l'opinion commune, mais souvent c'est mauvais, on prédit la conséquence que ça va avoir dans quelques années. Autrement dit, comment on pourrait... on va prendre l'exemple du Covid. Voilà, on va surfer encore une fois sur les théories complotistes. Celui qui a créé, ou celle qui a créé, ou l'animal qui a créé, puisqu'à l'époque c'était un pangolin, même si ça a été totalement débouté, celui qui crée le virus va créer le vaccin. C'est utilitariste, c'est plutôt conséquentialiste. On va créer une pandémie, et la conséquence va être que tout le monde va se jeter sur le vaccin. Donc pas de morale, pas de foi, juste une utilité, juste une fin liée à la conséquence qui va être bénéfique pour tout le monde. Donc voilà, mes chers amis, pour cette philochronique autour de l'utilitarisme et le conséquentialisme. Autrement dit, celui qui commande, c'est celui qui peut-être, parfois, peut mettre ses sentiments de côté au profit du tout, ou peut-être à son propre profit.
Mais tout ça, eh bien, ce n'est qu'une question de libre arbitre. Je vous dis, quant à moi, rendez-vous la semaine prochaine, toujours au même endroit, sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe. Merci Christophe. Christophe qu'on retrouve donc mardi prochain. On est dans la semaine d'Artemar et donc les invités d'Artemar et au programme de nos invités aujourd'hui sur Radio Corse International. Notre invité aujourd'hui, le réalisateur Jérémy Alberti, qui participe à ce festival Artemar. Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tout nouveau dans le cinéma, finalement. Complètement. À la base, je suis acteur. Et là, c'est tout nouveau pour moi. C'est ma première réalisation. C'est un film documentaire de 52 minutes qui parle de la disparition, de la question de la disparition, plus que de la mort. Bon. Et c'est un film que j'ai fait qui est très intime, où j'ai passé presque 4 ans avec ma grand-mère, donc dans mon village natal, à Montcal, et je l'ai filmé dans son intimité la plus profonde. Et je me suis assez rapidement rendu compte qu'elle avait un rapport très fort avec ses rêves, et qu'on avait quelque chose en commun, qui était la présence de nos morts, qui sont nos fantômes. Et j'ai vraiment voulu aller vers ça dans ce film. J'ai vraiment eu envie d'aller toucher à ça. C'est indicible. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour l'idée de ce documentaire? L'idée, c'était au départ, j'avais la conscience en fait que les choses étaient en train de disparaître justement dans ce village. En tout cas, cette génération-là, la génération de ma grand-mère, qui est une femme qui est encore vivante et qui a 95 ans et qui vivait au village, donc seule depuis 30 ans, parce qu'elle a perdu son mari à 30 ans. Avec ses sœurs, ses 3 sœurs qui sont toutes veuves. Et il y avait comme ça ce besoin de saisir cet instant où le village n'est plus habité quasiment que par des femmes. Et de voir aussi une génération qui a eu la langue corse comme langue maternelle disparaître avec cette langue. En tout cas, en langue maternelle, comme elles l'ont vécu, comme elles l'ont eu elles. Donc l'idée, c'était vraiment de filmer ça. C'était presque au départ un devoir de mémoire. Et puis petit à petit, ça s'est transformé avec ce que j'expliquais, où le film est devenu à toucher des couches un peu plus profondes sur la question de la mort et des fantômes et de ces présences-là, parce que c'est des personnes qui connaissent plus de monde au cimetière que dans le village. Voilà. Alors, c'est votre premier film en tant que réalisateur, donc votre premier festival. Exactement. Comment vous appréhendez ce festival? Voilà, je suis très reconnaissant, je suis vraiment ému, je suis content d'être là, j'ai hâte de le présenter au public demain. Je serai sans doute très stressé aussi parce que c'est un film très intime, donc c'est aussi dévoiler une part de moi que les gens n'ont pas forcément eu l'habitude de voir, en tout cas de moi en tant qu'acteur, parce qu'il y a quand même j'ai quand même une présence dans ce film, et donc c'est très déroutant, je sais pas du tout. Justement, vous disiez que vous étiez acteur, qu'est-ce qui vous a décidé à passer de l'autre côté de la caméra? Pour moi, c'est une suite logique, c'est quelque chose que je nourrissais depuis longtemps. Ça fait 20 ans que j'écris. Et quand je me relis, je supporte pas ce que j'ai écrit. J'ai eu du mal à faire aboutir des idées. Et ce film-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est venu... il était clairement de ma propre volonté, mais un peu de la même manière que les projets précédents que j'avais entamés, il lui manquait une structure. Et j'ai eu la chance de rencontrer un producteur. Au balbutiement, au tout début du film, j'avais même pas commencé à le tourner de manière officielle, mais je faisais déjà des images avec mon iPhone. Et parce que je voulais filmer justement ma grand-mère et ses sœurs en me disant peut-être que demain ça va s'arrêter, et donc je voulais saisir ça. Et ce producteur-là, un jour, m'a dit, en venant à la maison, en voyant un des rushs que j'avais fait à l'iPhone, il m'a dit mais tu veux pas faire un vrai film avec ça? Et de là est partie vraiment l'idée de développer le projet et de monter un projet vraiment financé par la région et aidé par les institutions. La suite logique après, ce serait un long métrage? Alors, vous allez vous cantonner au court métrage et au documentaire? Alors là déjà c'est un film qui est particulier parce que je l'ai fait tout seul. J'avais essayé de le faire au tout départ avec une équipe, mais je me suis vite rendu compte que c'était un dispositif qui était trop lourd, qui inhibait les personnes que je filmais, notamment ma grand-mère, et donc j'avais besoin d'être seul avec elle. Donc très vite, je me suis
je me suis fait acheter une caméra par mon producteur et j'ai commencé, enfin c'est même pas une caméra d'ailleurs, c'était un iPhone 13. C'est un film que j'ai fait avec un iPhone 13 et juste un micro qu'on clip, c'est une espèce de kit de youtubeur presque. Hein. Mais ça m'a permis de rentrer dans l'intimité profonde de la vie de ma grand-mère, de pouvoir la filmer avant même qu'elle se réveille. Parce que voilà, j'étais la seule personne qui était capable de le faire et d'accéder à cette intimité. Et donc le film, il s'est dessiné comme ça. Donc pour l'instant, j'en suis à ça. J'aimerais bien écrire des fictions, mais c'est vraiment... je me donne 3 ans pour réaliser d'autres choses plus étoffées. Justement, on parlait de votre grand-mère. Votre grand-mère a vu le film? Ma grand-mère a vu le film. Malheureusement, elle ne sera pas là demain. Mais après, c'est rigolo parce que c'est une personne, c'est une génération qui n'a pas forcément trop conscience de l'objet filmique et de la manière dont elles sont filmées. Donc c'est quelqu'un qui m'a juste dit qui était gêné parce que je l'avais filmé en robe de chambre. Donc elle a très peu la conscience de l'objet, forcément. Bon, on a tous du mal à avoir du recul, mais elle d'autant plus. Mais elle a vu le film, elle en était très émue. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que quand vous faites du cinéma, et même si c'est du documentaire, vous pensez que vous êtes dans le réel et absolument dans le réel, surtout quand c'est du documentaire. Alors qu'en fait, vous créez un personnage à partir du moment où vous montez des images, vous donnez à voir les facettes d'une personne, mais cette personne-là, en l'occurrence ma grand-mère, c'est ce qu'on voit dans le film, c'est ce qu'elle m'a donné à moi, c'est ce qu'elle m'a offert à moi, parce que c'est moi qui suis derrière la caméra. Donc j'ai eu quelque chose d'étonnant, c'est qu'après la séance, les gens venaient lui parler, parce que c'est quelqu'un de très solaire, de très souriant, ils venaient lui parler comme si elle allait se comporter comme avec moi, et en fait, elle était complètement gênée, complètement introvertie. Donc voilà, c'était un peu ça les émotions moi, qui m'ont marqué à la projection d'équipe. Alors, premier film, je suppose que ça va pas être le dernier, vous avez déjà des projets? Alors, en tant que quoi? En tant que réalisateur, oui. En tant que réalisateur, j'ai un nouveau projet que je commence à écrire, un autre documentaire, qui parlera d'une source en particulier qui est à la Flatte, c'est dans la vallée de la Flatte, c'est à Calenzane, en Balagne. Et c'est une eau qui est réputée pour avoir des vertus diurétique, qui est pure et qui est juste à 10 km de l'usine de Zille. En somme, c'est un peu la même eau qui est utilisée à Zille, presque. En tout cas, c'est le même réservoir, c'est le Monte Grosso. Et cette fontaine-là, elle est accessible à tout le monde. Et donc, c'est posé un peu la question de la propriété de l'eau, à une époque où elle se fait de plus en plus rare et elle est de plus en plus exploitée. Donc voilà, c'est l'idée de faire une exploration dans ce sens-là, qui sera une partie de jour très documentée, où vraiment c'est du recueil de témoignages, et peut-être une partie nocturne où on aura plus l'apparition et le traitement d'une forme mystique un peu, de l'apparition peut-être de créatures qui viennent habiter le lieu la nuit, toucher un peu au mythe. Voilà. Côté acteur, cette année, ce sera plus du théâtre. Il y a une pièce de Pierre Savali qui adapte Murtorio de Marco Biancarelli, dans lequel je joue. Et normalement, le nouveau projet de Renato Frassati, qui prépare un court-métrage, son 3e, qui devrait se tourner en cours d'année, j'espère, en fin d'année peut-être. Jérémy Abler, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Julie Bérard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présente à ce festival du film Artema avec un film Tu n'es pas seule. Oui. C'est l'histoire de colleuses. C'est une histoire de... Oui, c'est ça. J'ai filmé les colleuses. Donc un groupe de colleuses. Donc c'est des jeunes femmes activistes féministes qui peignent sur des feuilles A4 des lettres qui forment des slogans et des témoignages et qu'elles collent sur les murs de leur île, la Corse, quoi, d'Ajaccio à Bastia, de Bastia à Ajaccio. Comment vous avez eu ce thème, cette idée de les filmer? Alors ça m'est venu, c'était en 2020, quand les premiers collages ont commencé à naître. J'ai croisé un collage, Tu n'es pas seul, à Ajaccio. Et tu n'es pas seul, ça veut dire tu n'es pas seul à avoir subi les violences que tu as subies, tu n'es pas un cas isolé, d'autres femmes comme toi ont subi des violences aussi. Et donc, Tu n'es pas seul entraîne à peut-être la libération d'une parole, entraîne à se libérer d'une certaine forme d'emprise. Et quand j'ai vu ce collage à Ajaccio, je me suis sentie concernée, d'abord en tant que femme. Et ensuite, ça a interpellé la cinéaste que je suis aussi. Et j'ai voulu prendre ma caméra et aller voir qui était derrière ces petits bouts de papier
qui collait la nuit pour interpeller le lecteur le jour. Et c'est comme ça qu'est né le film. Et justement, les colleuses ont accepté votre présence? Oui, en fait, je les ai contactées par Instagram. Une colleuse m'a répondu, celle qui a créé le collectif Collage Féminicide Corse, Tris. On s'est rencontrés à Ajaccio et très vite, ça a connecté entre nous. Elle a compris mon intention. Et donc, j'ai commencé à filmer avec elle d'abord et ensuite, elle m'a présenté aux autres. Et il y a eu vraiment une relation de confiance qui s'est tissée assez rapidement. Et voilà, ce qui fait que j'ai pu intégrer leur rang et je les ai suivis pendant plusieurs années, pendant 3 ans. J'ai filmé pendant 3 ans. Le message, c'est de mieux les comprendre et de faire passer aussi des messages sur la violence, sur le sexisme. Mais c'est tout à fait ça. Et c'est aussi de montrer que derrière ces feuilles, c'est des femmes comme tout le monde, en fait. Comme moi, comme d'autres, qui ont des personnalités différentes, des physiques différents et à qui tout le monde peut s'identifier. Voilà, mon but, c'était ça, c'était de faire comprendre. Le festival Artemare est un bon tremplin pour ce film. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un vrai public à Artemare. Il y avait un public nombreux d'ailleurs à la projection ce matin, parce que je pense qu'un film autour de la violence sexiste et sexuelle en Corse, c'était quelque chose qui était très attendu. Donc il y avait beaucoup de monde à la projection ce matin. Et oui, et donc Artemare permet cette exposition-là, effectivement. Alors j'ai un projet de long métrage de fiction, mon premier long métrage de fiction que je suis en train d'écrire. Oui, autour de la question du genre, du rapport homme-femme, du genre sexuel, de l'identité sexuelle. Encore un film assez engagé. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On va rester dans le cinéma avec Alain Luciani. C'est sa petite rubrique au cinéma. Amighi di Usinema, vi saluto. Le temps d'aimer et le temps de mourir. En avril 1958, Douglas Sirk, le cinéaste qui a donné toute sa grandeur au genre du mélodrame, commence un nouveau film. Ce sera l'avant-dernier de sa carrière, il le sait, il en a décidé ainsi. Comme il a décidé d'adapter un roman de l'écrivain d'origine allemande, Erich Maria Remarque, exilé comme lui aux États-Unis. Sirk va tourner ce film entièrement en Allemagne, en extérieur, dans les ruines de l'après-guerre. Avec ce film, Douglas Sirk va au plus profond de lui-même. Personne ne le sait, en fait, sur le plateau. Personne ne sait que ce qu'il va mettre en scène, de façon romanesque, c'est la propre histoire de son fils. Que nous raconte Le temps d'aimer et le temps de mourir? C'est l'histoire d'un soldat allemand, Ernst Gräber, qui revient en permission du front russe. Il retrouve la ville où il a grandi, anéantie sous les bombes. Il rencontre une jeune femme, Elisabeth, dont le père a été déporté en camp de concentration. Elisabeth va lui faire prendre conscience de l'horreur du régime nazi. Ils se marient. La permission se termine. Ernst repart sur le front russe où il sera tué. Flashback. L'Allemagne des années 30. Le cinéaste Detlef Zierck, le futur Douglas Sirk américain, célèbre pour ses mélodrames musicaux avec l'actrice Zara Leander. Detlef Zierck est en pleine tragédie familiale. Sa première femme, devenue une nazie militante, lui interdit de voir leur fils, Klaus, âgé de 10 ans. Elle en fait même un enfant acteur, symbole des jeunesses hitlériennes. Un scénario de mélo, mais un mélo dans la vraie vie. Sirk s'exilera aux États-Unis sans avoir revu son fils. Ce fils qui, pourtant star du cinéma nazi, sera envoyé de force sur le front russe
et dont Sirk apprendra bien plus tard qu'il y est mort sans qu'il sache ni comment ni pourquoi. Durant le tournage du Temps d'aimer et du Temps de mourir, on imagine le poids émotionnel du cinéaste, une douleur qu'il ne peut partager avec personne. De manière romanesque, Douglas Sirk a offert à son fils une dernière histoire d'amour. Une dernière histoire d'amour gravée sur pellicule pour l'éternité. À la prochaine. Merci Alain, et rendez-vous ce soir donc à partir de 18h. On poursuit avec les titres de l'information. Des fois, il y a des nouveautés qui tombent entre-temps. Voilà, on refait un petit point sur l'information de ce mardi. 436 hectares, c'est le dernier bilan des 2 incendies qui dimanche ont embrasé les communes d'Oletta et de Saint-Florent. L'enquête ouverte en septembre 2023 par le pôle économique et financier du parquet de Bastia à l'encontre du président de l'exécutif Gilles Simeoni pour des faits de concussion classés sans suite. Condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir éborgné le supporter du Sporting Club de Bastia Maxime Beu en février 2016 à Reims, le policier rémois Christophe Mercier est jugé en appel à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de l'Aube à Troyes. Et puis aujourd'hui s'élance de Calvi la 25e édition du Tour de Corse historique. 420 véhicules sont engagés pour 22 spéciales. Météo, c'est un temps agréable et bien ensoleillé. Merci Philippe. Et à demain, demain tout simplement pour l'info et puis pour les invités. On va se quitter comme d'habitude tranquillement, donc avec quelques notes de musique sur Radio Corse International et la publicité sur Telepaese. Voilà, donc je vous souhaite de passer un bon mardi. Come sempre, come badigo, tenete forte, soyez surtout prudents sur les routes. Et bien sûr, on se retrouve demain matin, si vous voulez bien. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre